Pourquoi est-ce qu'au Québec, on retrouve un crucifix au-dessus du siège du président de l'Assemblée nationale? On sait que c'est en 1936, sous le premier gouvernement de l'Union nationale de Maurice Duplessis, que le crucifix fait son entrée au Parlement. Mais on connaît beaucoup moins le contexte. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Parce que dans le débat qui dure depuis bientôt 12 ans, à savoir si on doit garder ou retirer le crucifix, on a beaucoup employé d'arguments historiques. Et on a dit n'importe quoi. D'abord, l'idée d'installer un crucifix au Parlement n'est pas un geste de rupture avec l'ancienne administration libérale. Au contraire, en 1930, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau a fait installer des crucifix dans toutes les salles d'audience judiciaire de la province. L'objectif officiel du premier ministre était de rendre le serment plus solennel, comme ça se fait, c'est lui qui le dit, dans les autres pays civilisés. Taschereau imite entre autres le chef du gouvernement italien de l'époque, Benito Mussolini, qui a fait installer des crucifix dans les écoles et dans les palais de justice en Italie, pour marquer la résolution du conflit qui dure depuis des dizaines d'années avec l'Église catholique. Comme Maurice Duplessis après lui, Taschereau aime se présenter comme un chef d'État dévoué à l'Église. Les libéraux font bénir les ponts. Ils se font photographier en compagnie des évêques lors des inaugurations d'écoles et d'hôpitaux. Et quand on va critiquer son dévouement à l'Église, Taschereau va rappeler que c'est lui qui a fait installer des crucifix dans les palais de justice. Au printemps 1936, alors que le Parti libéral forme toujours le gouvernement de la province, il y a un député de l'opposition, Neil-Élie Larivière de Témiscamingue, qui va demander pourquoi est-ce qu'on ne retrouve pas de crucifix dans le seul Parlement catholique d'Amérique du Nord. Il faut préciser qu'aux dernières élections, il y a plusieurs prêtres qui ont pris la parole pour demander des élections propres, sans violence, sans corruption. Et le Parti libéral s'est senti visé. Les libéraux vont reprocher au clergé d'être sorti de son devoir de réserve pour faire de la politique. Et Maurice Duplessis et l'Union nationale vont en profiter pour présenter le Parti libéral comme un parti anticlérical qui s'oppose à l'Église, ce qui est pourtant très loin de la réalité. Pourtant, ça va devenir une des marques de commerce de l'Union nationale. Se présenter comme le parti de l'Église contre un parti libéral anticlérical et, à la limite, communiste. Le 7 octobre 1936, c'est l'ouverture de la première session parlementaire du nouveau gouvernement de l'Union nationale. Entre autres nouveautés, on remarque le crucifix installé au-dessus du siège du président de l'Assemblée législative. La plupart des journaux de la province ne remarquent pas le crucifix. En fait, parmi les grands quotidiens, il y a seulement que l'Action catholique de Québec qui va féliciter le premier ministre pour son geste de grand homme d'État chrétien. Les autres journaux en font mention, mais sans plus. Il y a Le Devoir qui consacre tout un article, assez bref, en dernière page, juste ici. Vous voyez? C'est ça, juste là. Étonnamment, le crucifix est remarqué davantage à l'extérieur de la province. On en parle jusqu'à Rome. L'Osservatore Romano, le journal du Vatican, félicite le gouvernement d'avoir installé un crucifix au-dessus du fauteuil présidentiel, mais lui recommande de préciser sa pensée en inscrivant une phrase du livre des Proverbes dans la Bible. « Par moi, les législateurs décrètent ce qui est juste », une façon de dire qu'on demande au Seigneur de guider les délibérations des élus. À l'inverse, on va beaucoup parler du fauteuil installé pour Monseigneur Rodrigue Villeneuve, le cardinal archevêque de Québec, que Duplessis a invité à venir assister à l'ouverture de la session. Le fauteuil ressemble à celui du lieutenant-gouverneur, et là les journaux vont dire que c'est le symbole de l'union entre l'Église et l'État, un signe de la puissance de l'autorité spirituelle dans la province, voire le symbole de la suprématie de la religion catholique. Le crucifix, par contre, est vraiment vu comme un élément du décor, comme les crucifix qu'on retrouve dans la plupart des foyers à l'époque. Au Parlement, on est assez unanime en faveur du crucifix. Il n'y a aucune objection, même du côté libéral. Au contraire, le député libéral Charles-Auguste Bertrand de Montréal va féliciter Duplessis pour l'excellente idée de faire accrocher au-dessus du fauteuil du président, je le cite, « l'image sacrée pour nous de celui dont nous adorons la divinité ». 3 semaines plus tard, c'est au tour du Conseil législatif de faire installer un crucifix au-dessus du siège de son président. Dans le cas du Conseil législatif, c'est même un conseiller libéral, Médéric Martin, qui va suggérer d'installer un crucifix. Et la proposition va être adoptée à l'unanimité, alors que le Conseil est entièrement libéral à une exception près. Le crucifix de l'Assemblée législative passe à peu près inaperçu pendant 10 ans. Il faut attendre 1946 pour que vienne la première contestation qui va être formulée par les témoins de Jéhovah.
il y a bien un journal, L'Autorité de Montréal, un journal libéral, qui va remettre en question la décision d'installer un crucifix à l'Assemblée législative. Pas parce que la religion n'a pas sa place en politique, mais parce que plusieurs députés de l'Union nationale sont grossiers et vulgaires, ils sacrent beaucoup. Et donc, finalement, c'est un peu honteux d'avoir fait venir le Seigneur dans l'enceinte du Parlement si c'était pour lui faire voir des scènes aussi disgracieuses. Après avoir passé des années à présenter le Parti libéral comme un parti anticlérical, il n'y a aucun doute que Duplessis ait voulu donner l'impression d'un renouveau des relations entre l'Église et l'État, même si en réalité, c'est tout le contraire qui s'est produit. Alors que Louis-Alexandre Taschereau consultait toujours les évêques sur sa législation sociale, Maurice Duplessis, lui, ne consulte personne. Et si les évêques lui font part de leurs objections, il n'en tient pas compte une fois que ces décisions sont prises. Ce qui n'empêche pas d'utiliser la caution morale de l'Église à chaque occasion, et même quand elle est imaginaire. Ça va être le cas, par exemple, en 1946, où Duplessis va déclarer que la création de son ministère de la Jeunesse a reçu l'approbation des évêques, alors qu'en réalité, il s'y était opposé. Dans l'ensemble, on peut dire que le crucifix est passé à peu près inaperçu pendant longtemps. Il faut dire qu'en 1936, on est encore loin des débats parlementaires retransmis en direct à la télévision. Et à moins d'aller assister aux séances, on pouvait facilement oublier l'existence du crucifix. Même en 1972, quand les parlementaires vont voter une motion pour faire disparaître la prière qu'on récitait au début de chaque séance, on ne mentionnera pas le crucifix. En fait, il faut attendre en janvier 2007 pour que le chef du Parti québécois, André Boisclair, soit le premier parlementaire à demander le retrait du crucifix. Malheureusement, cette demande se fait au beau milieu de la crise des accommodements raisonnables, au moment où une partie importante de la population a l'impression que l'identité québécoise est menacée par l'immigration. Et le crucifix de l'Assemblée nationale, dont on avait pratiquement oublié l'existence, est soudainement devenu un symbole de l'histoire du Québec. Alors que pour ceux qui réclament son retrait, c'est devenu le symbole de Maurice Duplessis, maintenant de force le Québec dans la grande noirceur. Donc voilà, c'était la petite histoire du crucifix de l'Assemblée nationale. Parce que qu'on veuille l'enlever ou le garder, si on veut utiliser l'argument historique dans un débat public, il vaut mieux savoir de quoi on parle.